Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est vous et moi face à François de Siebenthal. François de Siebenthal, bonjour, bienvenue sur le plateau de Face à Face. Bonjour Johan. Vous êtes licencié en droit et en économie. Vous avez été tour à tour banquier à Crédit Suisse, informaticien chez IBM et consul général honoraire des Philippines. Vous avez également passé par les rangs du PDC avant de vous positionner en candidat indépendant. On peut parler d'une véritable fresque en termes de carrière. Vous n'avez pas peur de toucher à tout et d'être dans la diversité et de monter au front, n'est-ce pas? Absolument. J'aime le combat honnête, correct, d'idées, et je m'incarne dans des réalisations très concrètes. J'aime le concret. Au final, est-ce qu'on peut résumer votre carrière en disant que vous êtes en banquier? Oui, je suis un banquier, mais d'une nouvelle mouture. Un banquier qui pratique la création monétaire pour les plus pauvres, sans taux d'intérêt, sans usure, pour le bien de la communauté, notamment dans les pays en voie de développement, où on mélange le système de la banque VIR, qui est une création monétaire en Suisse pour plusieurs milliards, et le système des petites banques locales Raiffeisen, mais on donne cette technologie bancaire aux pays les plus pauvres pour qu'ils puissent se développer. Et est-ce que c'est comme ça que l'on devient consul général honoraire des Philippines? Pas vraiment. Après, j'ai aussi fait ça aux Philippines, mais aux Philippines, j'ai contribué au développement des Philippines, notamment avec le métro de Manille, qui est une infrastructure pour des millions de personnes. Il y a plus de monde à Manille que dans toute la Suisse. Ils avaient besoin de transports efficaces. J'ai contribué à financer, avec des investisseurs privés européens et de la technologie européenne, le métro de Manille, qui permet à des millions de Philippins de se déplacer tous les jours dans de bonnes conditions, ce qui m'a valu notamment la nomination d'être consul général honoraire des Philippines en Suisse. Vous avez l'habitude d'être proactif en politique. Vous avez contribué au lancement de plusieurs initiatives fédérales, notamment en faveur du revenu de base inconditionnel en 2016. Oui. Refus populaire. Oui, mais... Est-ce que c'est digéré? Écoutez, c'est très bien digéré, les idées passent, le revenu de base inconditionnel revient sur le devant de la scène, non seulement en Suisse, mais dans le monde entier. On a eu la plus grande affiche mondiale sur plein palais qu'on pouvait voir même depuis les satellites en orbite autour de la Terre. On a été publié à Madison Square aux États-Unis. Et pourquoi à l'époque, pourquoi ce refus? Comment vous l'expliquez? Est-ce que le peuple suisse n'était pas prêt? Bon, d'une part, le revenu de base inconditionnel, c'est une idée novatrice. Comme toutes les idées novatrices, il faudra la voter plusieurs fois. Comme par exemple le droit de vote des femmes en Suisse, on a dû voter plusieurs fois. Finalement, on l'a eu. On va remettre l'ouvrage sur le métier, notamment aussi avec la monnaie pleine qui va avec. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie qui n'est pas basée sur des dettes, mais sur de la monnaie active, de la monnaie positive, de la monnaie pleine? La certitude que l'on a, c'est que tout le monde pourrait très bien vivre sur cette planète. Il y a une surabondance de tout. On est capable de surproduire de la nourriture, des appareils, des téléphones, des ordinateurs, des voitures. La seule chose qu'on ne sait pas produire de manière juste pour le peuple, pour le simple Pékin, c'est la monnaie, alors que c'est la chose la plus facile à produire, surtout maintenant qu'elle est numérique. Donc c'est simplement des chiffres dans des mémoires d'ordinateur. C'est très facile à la produire, mais une petite coterie monopolise les créations monétaires pour leur poche. Donc des financiers, comme le dit Marc Chenet, c'est une économie casino. Il y a des grands joueurs au casino qui écrasent tout le reste de la population. Cette réflexion sur le système monétaire traverse depuis longtemps votre carrière et votre activisme politique, on peut le dire. Depuis 2018, votre cheval de bataille se porte sur les transactions électroniques. Oui. Vous soutenez une initiative visant à introduire une microtaxe sur les transactions électroniques pour remplacer TVA, impôt fédéral et droit du timbre. Voilà. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors écoutez, on a cette action qui a rencontré un grand succès, notamment dans le canton de Vaud. On a même un mouvement politique qui a porté ces idées dans plusieurs cantons suisses, à tel point que maintenant le Forum vaudois, qui va se réunir, et je vous demande de réserver la date, le 29 septembre, le mercredi 29 septembre, donc le dernier mercredi du mois de septembre, dans le cadre du Forum vaudois qui réunit toutes les élites économiques, PME, grandes banques avec le soutien de plusieurs sponsors intéressants. Et on va parler de la nouvelle fiscalité. Et un des 3 thèmes qui est gardé pour ce forum économique, c'est justement la microtaxe. Donc, au niveau populaire, les gens m'arrêtent dans la rue, sont très enthousiastes par cette idée.
à tel point que tout l'été, on va faire des groupes de travail pour discuter de la microtaxe. Des groupes de travail. Mais quel est votre rôle avec le comité d'initiative, du coup? Alors, le comité Vous êtes d'initiative... coordinateur? Alors, j'étais un des initiants tout au début. On a eu une petite divergence sur le principe même de l'initiative. Le comité actuel se focalise sur la fiscalité fédérale, comme vous l'avez dit. Et nous, on part du principe qu'on peut supprimer, grâce à la microtaxe, parce qu'on prend 1 pour 1000 sur tout ce qui bouge, et on reprend le contrôle des créations monétaires par monnaie pleine. Et à ce moment-là, vous supprimez toutes les déclarations fiscales fédérales, cantonales, communales, tous les impôts, y compris directs, indirects, y compris la TVA. Vous pouvez supprimer toute la paperasserie, tous les fonctionnaires qui surveillent et qui fliquent la population suisse, telle manière qu'on devient un paradis fiscal génial. Vous n'avez plus besoin de déclaration fiscale. Vous payez en fonction de ce que vous consommez et on reprend le contrôle de la création monétaire. Donc c'est un deuxième comité d'initiative. On est un peu en embuscade dans la suite, c'est-à-dire on est d'accord que la stratégie qui a été choisie, c'est d'abord attaquer au niveau fédéral. Mais à notre avis, c'est plus simple d'expliquer au peuple qu'on supprime absolument toutes les déclarations fiscales. C'est rebelote, c'est le grand reset à la Suisse dans le domaine fiscal. Mais concrètement, comment cela fonctionnerait-il? Déjà, est-ce que ça toucherait autant l'achat d'un café, l'achat sur Amazon, les salaires qui sont versés, toute transaction? Nous voulons favoriser le cash. Donc, il n'y aura rien qui sera pris sur le cash. Vous consommez un café en le payant avec des pièces, une thune, vous n'avez pas d'impôt à payer. C'est du cash. Vous l'avez payé lorsque vous l'avez sorti de votre bancomat sous forme de billet. Donc, tant que cette transaction numérique, on prend 1 pour 1000 et ça paye largement tous les budgets cantonaux, fédéraux, communaux, surtout par la reprise en main des créations monétaires et par cette taxe sur des sommes en quadrillards qui circulent, des sommes faramineuses qui circulent dans l'économie réelle et dans l'économie artificielle. Mais alors, ça représente combien de transactions pour qu'on ait un ordre d'idée? Alors, le nombre de transactions, c'est des chiffres affolants. À Genève, c'est plusieurs millions de transactions par jour. Mais ce n'est pas le nombre de transactions qui compte, c'est la grandeur des transactions en francs. Et pas seulement en francs d'ailleurs, parce qu'en Suisse, c'est une plaque tournante et on prendrait donc 1 pour 1000 sur tout ce qui bouge. Notamment. Donc, si vous imaginez des chiffres de plusieurs centaines de milliers de milliards, qui est l'économie réelle, plus l'économie hors sol, que Marc Chenet appelle l'économie casino, parce qu'on est quasiment dans un jeu de joueurs de casino qui jouent avec des francs ou des dollars qui passent par la Suisse et qui ont un impact sur la vie réelle, qui fait par exemple que l'immobilier monte énormément, on ne trouve plus d'appartements ou à des prix de fou. On dit qu'il n'y a pas d'inflation en Suisse, mais il y a une inflation notamment dans les choses qui ne sont pas dans le taux d'inflation, par exemple les primes d'assurance maladie ou l'immobilier. Eh bien, en prenant simplement une miette, on appelle ça la mini-croque. Un autre symbole, c'est la pomme de Guillaume Tell, la flèche de Guillaume Tell. Puis au bout de la flèche, vous avez une mini-croque. La mini-croque, c'est une somme ridicule, c'est 1 pour 1000. En prenant une mini-croque sur tout ce qui bouge au niveau financier à travers la Suisse, vous couvrez très largement toutes les taxes absolument direct et indirect, y compris le revenu de base inconditionnel, et y compris le social, la MAL, les assurances maladie, et tutti quanti. Mais est-ce que cette initiative ne rate pas sa cible? Selon ses détracteurs, les activités qui seraient soumises à cette taxe migreraient tout simplement à l'étranger. Tant mieux, c'est ce qu'on veut. On veut que ces malhonnêtes, ces escrocs, ces professionnels de la triche fichent le camp de la Suisse, quittent notre pays, on sait ce qu'on veut. Et même s'ils partaient ailleurs, bon vent, hein, ils iront faire leur mal ailleurs, dans d'autres places financières. Mais la Suisse est assez forte pour, même en ayant ces escrocs qui quittent notre navire, tant mieux, on sera entre nous, bien plus heureux qu'avec des personnalités qui nous intoxiquent notre vie de tous les jours. Et pour les ménages helvétiques, qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans votre initiative? Alors déjà, ils n'ont pas de déclaration fiscale à remplir, jamais. Les PME n'ont pas de déclaration fiscale à remplir, jamais. Ils ne peuvent pas avoir l'épée de Damoclès de vérification comptable, etc. C'est fini. Toute cette paperasserie est finie. On économise des milliers d'emplois dans les domaines fiscaux, fédéraux, cantonaux, communaux. Et en plus, chaque ménage va économiser des milliers de francs, des sommes colossales, car il y aura une baisse
totale du fisc, notamment dans les successions, dans la transmission de patrimoine, de transmission de domaines agricoles, de PME, etc. On ne parle plus d'impôts du tout parce que les montants récoltés de manière automatique sur les transactions financières électroniques suffira. Pas d'impôt sur le cash. Comment garantir sur une base légale qu'un meilleur niveau de vie, ce ne sera pas une inflation qui va s'installer? Quel outil juridique, quelles mesures accompagnatrices cette initiative met en place? Alors écoutez, on a déjà proposé la monnaie pleine, monnaie positive, une monnaie sans taux d'intérêt et sans dette. Parce qu'actuellement, toute la monnaie qui circule, c'est très dur à comprendre, mais je vous l'explique le plus facilement possible, le plus simplement possible. Toute la monnaie qui circule ne circule que par une création de dette. Ce qui veut dire que contrairement à une économie normale où il y aurait une création de monnaie pour le peuple, la monnaie est créée par des banques commerciales pour leurs poches d'actionnaires et de directeurs qui ont des salaires colossaux. Cette monnaie est créée et tombe d'abord chez les petits copains des petits copains des petits copains. Et seulement après, ça arrive au peuple. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que la monnaie est créée du néant, et elle retourne au néant quand on la rembourse. Donc quand vous remboursez la monnaie qui est créée du néant, vous détruisez la monnaie et vous aggravez la crise. Tandis que si vous avez une monnaie pleine, comme on a fait voter le peuple suisse et on fera revoter le peuple suisse sur ce domaine, si vous avez une monnaie pleine, cette monnaie n'est pas détruite. Elle reste en circulation. Déjà ça, c'est une gigantesque différence. Nous, on est certain que si le peuple suisse reçoit de la monnaie, elle la dépensera dans l'économie réelle, en achetant une villa, en achetant une voiture, en achetant des biens pour la famille et leurs enfants, et même peut-être pour aller le dépenser à l'étranger. Et c'est un des buts de la Banque nationale suisse, c'est d'affaiblir le franc suisse. Et nous, on ne veut pas affaiblir le franc suisse avec des intérêts négatifs qui sont une autre forme de taxation. Nous, on est pour affaiblir le franc suisse, si nécessaire, en donnant de l'argent aux Suisses qui vont aller le dépenser en Grèce, en Espagne, en Italie, dans le monde entier, ce qui relancera l'économie non seulement des pays en question dans l'industrie touristique, mais vu que c'est des francs suisses, les francs suisses reviennent en Suisse et refont marcher l'industrie suisse. C'est gagnant-gagnant. François de Siebenthal, merci pour cet éclairage sur cette initiative. Rapidement, vous en êtes à combien de signatures et quel est le délai ? Alors, actuellement, on est proche de 50 000 signatures et le délai est au mois de novembre de cette année pour la première mouture de l'initiative, donc qui n'est qu'au niveau fédéral. François de Siebenthal, ça fait un moment qu'on vous connaît sur la place publique. On vous nomme tour à tour dans les médias de troublion de la politique qui aime à mettre son grain de sel, d'addict au débat chaud, orateur né, banquier des gilets jaunes, complotiste, autant d'étiquettes. Lequel de ces qualificatifs vous correspond? Lequel validez-vous? Alors écoutez, je pense que j'aime les débats chauds. Oui, je valide. Et un que je invalide totalement, je ne suis pas un complotiste, mais un comploclaste. Comploclaste. Comploclaste, ça veut dire destructeur de complots. Car l'histoire, surtout l'histoire suisse, c'est une suite de complots ratés contre notre pays. Et je pense qu'on a besoin de comploclastes qui sont des destructeurs de complots. Les comploteurs existent et les comploteurs veulent me coller l'étiquette de complotiste pour me détruire. Je suis un comploclaste et je le dénonce vertement avec un peu de caractère latin. Je suis un Suisse roman. Voilà. Comment vous êtes perçu, vous pensez, au Parlement? Qui vous soutient? Alors écoutez, Suisse Covid, par exemple, la première action qui a été faite contre ce coup d'État permanent lancé par le Conseil fédéral dès février de l'année passée, eh bien, on a eu des appuis au niveau du Conseil national, on a eu des appuis même dans la chancellerie fédérale, on a eu des appuis dans la rue, les gens m'arrêtent dans la rue pour me soutenir. Donc les étiquettes qu'on essaye de me coller ne tiennent pas, hein. Elles ont une très mauvaise colle. Je préfère l'étiquette comploclaste, que les gens n'ont pas encore très bien compris. C'est comme iconoclaste. Hein. Les iconoclastes détruisaient les icônes. Je ne suis pas du tout en faveur des iconoclastes, mais je suis en faveur des comploclastes. Vous détruisez, si on fait un parallèle iconoclaste, quelque chose de l'ordre du sacré, alors. Bien, écoutez, la politique suisse. Pour moi, c'est le sacré à l'envers, parce que les complots, c'est quelque chose, c'est une minorité qui se met autour d'une table ou dans un club, pour exploiter les autres. Moi, je suis un démocrate à la Suisse qui veut le bien de tout le monde.
Pour en revenir à l'actualité, avec la pandémie, la Suisse a connu des bouleversements sans précédent. De nombreuses mesures pour gérer les crises ont été introduites. Et vous, vous êtes parti en croisade contre les lois Covid successives qui ont été introduites en 2020. Absolument. Et vous, vous dites dès début 2020. Oui. Écoutez, contrairement à ce que dit la grande presse, le Conseil fédéral a pris tous les pouvoirs d'autorité, sans même que le Parlement européen, le Parlement suisse se réunissent. Aucune des deux chambres n'a entériné la prise de pouvoir. Dans les médias, vous parlez carrément de coup d'État. Ce sont vos mots qui ont résonné dans les médias. Mais c'est un coup d'État, de facto. Le Conseil fédéral prend tous les pouvoirs sans l'accord du Parlement fédéral, ni le Conseil national, ni le Conseil d'État, qui ne s'est même pas réuni. La présidente, la personne qui a la plus haute fonction dans la Suisse, n'a même pas eu son mot à dire dans la prise de coup d'État. Le traçage électronique a été, selon vous, l'un des aspects les plus questionnables de la loi suisse Covid. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? La loi suisse Covid, en fait, c'est le mois de mai de 2020. Et le principe de la loi suisse Covid, c'était de tracer, et moi je dis traquer, tout le monde pour savoir ce que tout le monde fait jour et nuit quasiment avec une ouverture dans le téléphone. Et cet aspect-là est arrivé de nouveau dans la loi du 19 mars. Donc vous savez que la loi Covid qu'on a votée datait soi-disant du 25 septembre 2020, mais en fait, comme je vous l'ai dit, ça datait de février. Donc ça a été entériné par le Parlement en septembre 2020, mais ça a été modifié au mois de décembre, puis modifié de nouveau au mois de mars. Et la brochure distribuée à toute la population suisse ne contenait pas les modifications de décembre et de mars. Donc ça induisait en erreur le peuple suisse dans la mesure où il ne votait pas sur la loi qui était vraiment appliquée. Alors, vu que la possibilité de référendum était ouverte par la loi du 19 mars, nous avons lancé un nouveau, plus de 7 comités dans toute la Suisse, on a lancé un nouveau référendum dont le délai est effectivement au 8 juillet de cette année. Donc c'est urgent de le signer. On est quasiment à bout touchant, mais c'est urgent de le signer, qu'on ait une bonne marge de sécurité. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, le 13 juin, la loi Covid-19 a été acceptée à 60,2%. Le canton de Vaud arrive en tête du peloton avec 70,1% de oui, mais un référendum s'y oppose, estimant que le Conseil fédéral outrepasse ses pouvoirs, selon ce sont leurs mots, et le délai pour récolter les 50 000 signatures est posé au 8 juillet. Mais quelle est votre relation, cette fois-ci, avec les référendaires? Quel rôle jouez-vous? Nous avons donc lancé les premiers, les Suisses romands, les Vaudois, le référendum contre Suisse Covid. Donc on a pris une longueur d'avance dans le combat contre toutes ces lois Covid. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le G27, une coordination de tous les mouvements dans toute la Suisse. Donc c'est les 26 cantons plus les Suisses de l'étranger. C'est G27. Donc, on coordonne toutes les actions. On s'est réunis déjà à la Pentecôte 2020 au Grütli pour refonder la Suisse sur la base des serments originaux de la Suisse. Et le travail a lieu dans toute la Suisse avec des comités Suisse centrale, Suisse orientale. Et j'étais notamment à l'Assemblée de fondation des Amis de la Constitution. On a eu de grandes discussions. On collabore avec tous ces comités, sans exclusive, tant qu'on tire sur la même corde. Alors, vous avez des gens qui sont contre les vaccinations obligatoires ou pour la liberté de on vaccination. voit réseau choix vaccinal, par exemple. Par exemple. D'accord. Oui. Okay. Il y a des comités contre bas les masques, il y a des comités les Amis de la Constitution, il y a nous, 1291.1. On est tous unis, on tire sur la même corde pour réunir ces signatures, pour donner la chance au peuple suisse de voter à nouveau sur ces lois liberticides qui nous prennent les droits fondamentaux. Pour entrer un petit peu plus dans le texte, les référendaires pointent du doigt les outils de la démocratie directe qui, selon leurs mots, seraient mis à mal par la loi d'urgence, par le droit d'urgence. Comment vous pouvez nous expliquer comment, selon vous, les droits populaires sont restreints? La loi du 19 mars, ce que très peu de monde sait, est finalisable en 2032, au 1er janvier 2032. Les autorités disent non, c'est des lois provisoires. Mais on sait en Suisse que le provisoire dure, comme la taxe autoroutière, l'impôt fédéral direct ou l'impôt de défense nationale, qui nous est prolongé comme régime provisoire depuis quasiment un siècle, parce que ça vient déjà de la Première Guerre mondiale. Donc le provisoire en Suisse dure. Alors qu'ils aient mis noir sur blanc dans la loi du 19 mars 2032
Pour nous, c'est déjà exagéré. Ça donne tous les pouvoirs au Conseil fédéral, comme je vous l'ai dit, et ils nous ont suspendu le droit d'initiative pendant des semaines, ils nous ont suspendu le droit de signer les référendums pendant des semaines, ils nous ont supprimé les assemblées, on ne peut pas se réunir plus que tant de personnes dans tel endroit, ils nous ont supprimé le droit d'association, en fait, puisqu'on ne peut pas se réunir, de réunion, de liberté. Sur la loi Covid-19, Oui. quels sont les points concrets demandés par les référendaires? Alors, notamment, on ne veut plus l'application de traçage que j'appelle traquage, et qui porte le nom de tic, dont le tic, c'est la petite bête qui se fixe sur vous, qui vous injecte plus de 200 joyeusetés maladives, style maladie de Lyme, pire que la syphilis. Donc, ils ont donné eux-mêmes le nom de tic à leur application, tracing en mot anglais, tracing ou tracking information, etc. Donc, on ne veut pas de tracing, on ne veut pas de passeport sanitaire, on ne veut pas de vaccination obligatoire, on ne veut pas Alors, de la 2032. vaccination obligatoire n'est pas instaurée par la loi Covid-19. Ce n'est pas une loi sur la vaccination. Hein. Tout le monde a encore le choix. Ouais, mais vous savez, comme Suisse Covid, il disait vous avez le choix, puis maintenant, TIC, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé. Donc, c'est politique, hein, c'est des tranches de salami, ils vous débitent en petites tranches de salami. Et déjà maintenant, l'OMS dit au niveau mondial qu'ils vont vacciner les enfants dans les écoles parce que le fait que l'enfant est à l'école, ça veut dire implicitement que les parents sont d'accord que les enfants soient vaccinés parce qu'ils les laissent à l'école. D'ailleurs, je le dis depuis le début, vu cet état d'urgence, nous ne sommes plus dans un état de droit. On est en train de violer toute la démocratie suisse. On a bâti une démocratie suisse en plus de 700 ans, ils nous la détruisent en une année. D'ailleurs, ils nous l'ont détruite en quelques jours, parce qu'ils ont pris le pouvoir au mois de février de l'année passée. Où en est-on aujourd'hui avec ce référendum? Combien de signatures avez-vous déjà récoltées? Et comment réagit la rue aussi? Bon, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, les gens font la queue pour signer. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Les gens Vous en êtes à combien de signatures pour On l'instant? est à la cible et on veut la dépasser. Donc, on est à 50 000 signatures et on veut la dépasser pour des raisons de sécurité parce que la chancellerie fédérale est très sévère. Et elle trace des signatures légitimes en disant c'est mal écrit, c'est pas tout à fait, patati patata. Donc, on veut une marge de sécurité. Et dans la rue, très concrètement, on installe par exemple 7 personnes qui récoltent les signatures, vous avez des queues devant les personnes qui veulent signer le référendum. Donc on est en train de casser la baraque au niveau référendaire. François de Siebenthal, en tout cas, merci de nous avoir présenté cette initiative. Donc délai au 8 juillet. 8 juillet. Peut-être qu'on vous rencontrera dans la rue Oui. dans ce cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2021? Qu'on retrouve la démocratie économique que la Suisse mérite. François de Siebenthal, merci d'être venu sur le plateau de Face à Face pour nous présenter cette initiative sur la microtaxe et le référendum en cours. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.